Aujourd'hui, je termine cette série de vidéos touchant mon poste CB de jeunesse en faisant une série d'ajustements pour le rendre à nouveau performant. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici la 4e vidéo de cette série sur la remise en route d'un poste CB mobile, AM et BLU, donc SSB. C'est un poste identique à ce que je possédais dans ma jeunesse, soit le Citizen JL MPL5. On a constaté dans les vidéos précédentes qu'il fonctionne correctement, mais qu'il a besoin d'ajustements du côté de l'émission. Entre autres, il ne produit pas les 12 watts de sortie attendus en bande latérale unique. Et sa puissance de sortie n'est pas uniforme sur les 40 voix. En fait, elle est décalée vers la voie 1. En plus, je vais vérifier la modulation en AM et je vais compléter l'exercice par une retouche de la réception du centrage de la bande passante en BLU par rapport au filtre à quartz. Bon, ça semble compliqué. Vous verrez, je vais vous expliquer. Donc, allons-y. Pour pouvoir faciliter les ajustements en émission, je me suis fabriqué un câble qui remplace le microphone, donc prise microphone, interrupteur pour passer en émission-réception et une prise pour me permettre d'injecter de l'audio d'un générateur de fonction non sinusoïdal, typiquement 2400 Hz qui est utilisé pour faire les ajustements avec modulation bien sûr injectée. J'aimerais vous expliquer comment la modulation AM vient s'injecter sur le signal. Alors, ici, on a les étages d'amplification en émission finale, et c'est ce transistor-ci qui sort toute la puissance qui va vers l'antenne, le point 31. Et il y a un filtre en sortie, bien sûr, pour limiter les harmoniques. Alors, de la façon que la modulation AM est faite, la voici, on reçoit ici une porteuse. Ce qui arrive ici, c'est juste la porteuse non modulée qui est amplifiée, 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 jusqu'à l'étage driver, donc le pré-final, et l'étage de puissance finale. Et donc, il faut moduler cette porteuse en amplitude, et on le fait en amenant l'audio ici. On va injecter l'audio à deux endroits, sur les collecteurs de l'étage driver et de l'étage final. On envoie l'audio directement, donc ça doit avoir une bonne puissance en comparaison à la porteuse, qui est de normalement 4 watts. L'audio devra avoir une assez grande puissance pour venir bouger en amplitude la porteuse. Et ça, c'est fait sur les deux étages. Pourquoi les deux étages? Bien, quand on lit, on nous dit que ça permet une meilleure linéarité de venir moduler l'étage driver et l'étage final en même temps. On sait bien sûr que les deux étages sont en opposition, sont à 180 degrés de déphasage, puisque c'est un étage en émetteur commun dans les deux cas, et donc, forcément, il y a inversion du signal. Donc, c'est comme ça qu'on vient moduler. On doit avoir une grosse puissance ici, et aussi une tension CC. Donc, on va devoir venir centrer le signal audio par rapport à la tension en émission, qui est déjà de 6,2 volts statique lorsqu'il y a une porteuse. C'est ce qu'on nous dit ici, le petit triangle, ça nous dit que c'est 6,2 volts. Donc, on devra ajuster cette tension, en plus d'ajuster l'amplitude audio qu'on vient injecter ici pour produire le signal AM. Alors, pour envoyer toute cette puissance audio vers l'étage final de l'émetteur, on utilise l'ampli audio qui, normalement, va simplement vers le haut-parleur, tout à fait à droite. Donc, ça sert en réception pour le haut-parleur, mais cet ampli-là sert aussi en émission. Et donc, il y a une partie de l'audio qui est récupérée en sortie juste ici, okay? L'autre côté du transformateur de changement d'impédance, qui sert bien sûr en même temps d'isolation. Alors là, une partie de l'audio est retirée ici, et c'est cet audio qui est envoyé à l'étage d'amplification. Mais ce n'est pas si simple. On doit aussi lui injecter une tension CC. La tension CC passe à travers l'enroulement ici sans problème. Donc ici, on a la tension CC qui est déterminée par l'ajustement ici. Ici, là, c'est 13,8 volts, donc la tension carrément de la radio qui arrive ici. Et c'est un potentiomètre de puissance de 10 watts qui vient très chaud au doigt lorsqu'on le touche. Et donc, on vient injecter une tension CC ici, qui est filtrée localement, bien sûr, et c'est ça qui est envoyé vers l'émetteur. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un mécanisme de limite, donc Automatic Level Control, donc un contrôle
un ajustement automatique du niveau pour ne pas surmoduler. Et c'est fait ici en échantillonnant une partie de l'audio à travers, bien sûr, un rhéostat pour ajuster la sensibilité du circuit et venir, si on veut, étouffer l'audio qui arrive du micro ici, parce que l'audio, effectivement, arrive à la ligne 25 du microphone. Et ici, on vient shunter à la masse, de façon variable, bien sûr. On vient shunter l'audio pour donc contrôler la puissance de sortie et s'assurer qu'il n'y aura pas de surmodulation envoyée à l'émetteur ici au point 41. Oui, en passant, il y a une autre branche séparée pour la bande latérale unique. Il y a le même principe de limiteur d'amplitude pour s'assurer qu'il n'y aura pas de distorsion. Mais l'ajustement de cette limite se fait ailleurs dans le circuit. Alors ça, c'est la partie audio. Maintenant, vous savez les deux contrôles à ajuster, RV12 et VR4. Alors, l'étape d'ajustement de la modulation AM, vous avez vu, il y a deux contrôles essentiellement. Il y a mon rhéostat ici qui ajuste le niveau de tension envoyé sur les collecteurs des transistors et bien sûr la modulation passe par-dessus ce signal aussi. Et il y a un limiteur, un petit potentiomètre à l'arrière, tout à fait à l'arrière, juste ici, qui est le limiteur, donc l'ajustement du limiteur pour ne pas que l'audio soit trop fort, donc surmodulé. Le seul problème, c'est que le rhéostat VR6 est tellement rigide, tellement figé que j'ai égrené la fente pour un tournevis sur le dessus. C'est complètement mangé. Alors, heureusement, on peut le démonter et je vais le tourner à la main, tout simplement, comme ceci, en faisant attention de ne pas endommager l'enroulement, bien sûr, en dessous, mais je n'aurai pas tellement le choix de faire l'ajustement par le dessous comme ça et ensuite je le remettrai en place. Alors, j'ai joué entre les deux ajustements et je suis arrivé à quelque chose qui est bien acceptable je vous le fais voir présentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, on va dire 3 plutôt que 3. 1, 2, 3. Alors, il y a légère surmodulation sur les attaques. Parfois, vous voyez une ligne horizontale un petit peu trop longue, mais ce n'est pas ajustable mieux que cela. 1, 2, 3. C'est le temps que le circuit ALC, le Automatic Level Control, prend pour une constante de temps pour limiter l'amplitude audio pour ne pas surmoduler. Mais c'est très, très peu. Et je vais vous dire, dans le monde de la CB, là, la surmodulation, c'est très commun et beaucoup, beaucoup plus que cela. Alors, ça passe très bien quand même. Je vous le dis, là, c'est acceptable. Maintenant, si je mets une tonalité constante, on va être capable de mieux voir et je vais vous montrer c'est quoi la surmodulation. Alors là, j'y injecte une tonalité de 2,4 kHz, 2400 Hz et vous voyez que présentement, je vous le dis, il est à 98% de modulation. Donc, c'est présentement très limite, là. Je pourrais pousser encore plus fort dans l'entrée audio. Et là, je suis rendu à presque 1,3 volts RMS de signal dans l'entrée du microphone pour en arriver là. Si je pousse un petit peu plus fort, vous voyez que les petites lignes horizontales là, commencent à être un petit peu plus longues. Et d'ailleurs, on est à 106% de modulation comme c'est là. Donc, on essaie d'éviter cela et on lui donne quelque chose où les beaux lobes viennent à peine toucher la ligne centrale. Juste ici, les beaux lobes viennent à peine toucher la ligne centrale, mais il n'y a pas de plateau horizontal à cet endroit-ci. Alors là, on est à 100% de modulation. Avant de vérifier la modulation en bande latérale unique, j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionne, la modulation en BLU. Vous allez voir, c'est pas mal plus complexe que la partie AM, où c'était assez simple au niveau de la modulation. Alors en BLU, on récupère l'audio, encore une fois, de l'amplificateur audio, qui sert aussi en réception là, pour le haut-parleur. Et on l'injecte à travers un potentiomètre d'ajustement. C'est ici qu'on ajuste le niveau audio qui va venir moduler en bande latérale unique. On envoie cet audio dans un modulateur balancé ici. Modulateur qui va mélanger l'audio avec un signal intermédiaire, donc 10.692 en bande latérale inférieure ou 10.695 en bande latérale supérieure. Et cet ajustement est fait entre les deux fréquences par l'ajout de capacités supplémentaires vers la masse à travers le transistor. Et ça, c'est sélectionné lorsque la bande latérale inférieure, BL, est choisie.
Alors voilà, deux fréquences 10 692, 10 695 qui est envoyée dans le mélangeur, elle aussi. Et notre modulateur balancé nous permet d'éliminer la porteuse. Et on peut le faire ici de façon fine en ajustant ces deux potentiomètres. La sortie ici va se retrouver dans un filtre à quartz qui va nous permettre de sélectionner soit l'une, soit l'autre des bandes latérales, puisque c'est un signal à double bande latérale ici, avec porteuse atténuée, qui se présente ici. Et parce qu'on glisse la fréquence à une ou à l'autre, on se trouve à centrer soit la bande latérale inférieure, soit la bande latérale supérieure dans le filtre à quartz ici. Et donc, une seule des deux bandes latérales uniques est sélectionnée, amplifiée et envoyée à l'étage de mixage final, où là, on recevra du synthétiseur une fréquence de environ 37 MHz et qu'on combinera au signal de 10 MHz ici, pour obtenir en sortie un signal de 27 MHz, qui est notre fréquence finale. Et c'est ce signal qui sera sélectionné, le signal de 27 MHz, à travers ces filtres, et envoyé pour la chaîne d'amplification pour sortir à 27 MHz. Et ce système, bien sûr, il y a une boucle de limite. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement d'amplitude et écrêtage, bien, il y a une partie de la radiofréquence qui est sélectionnée ici, atténuée ou ajustée, si vous voulez, pour obtenir le maximum sans écrêtage, redressée, filtrée et envoyée ici sur le mélangeur pour, bien sûr, limiter la puissance de l'amplificateur en sortie du mélangeur et s'assurer qu'il n'y a pas de distorsion. Donc, il y a une boucle de contrôle. Il y en a plusieurs des boucles de contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement d'amplitude. C'est bien important. Sinon, si on écrète, on va produire des harmoniques et le signal sera distorsionné et vraiment pas plaisant à l'oreille. Alors voilà, c'est quand même beaucoup plus complexe. On a deux étages de mélangeurs pour en arriver à notre signal final en bande latérale unique. Pour restituer la puissance en bande latérale unique, j'ai simplement resyntonisé ou réajusté, réoptimisé les trois bobines là, L7, L11, je crois bien, et L13 qui est juste ici. Et il faut y aller en alternance. Il faut y aller une seule fois n'est pas suffisant. Alors, il y a quelqu'un qui avait mis un tournevis dedans, clairement, qui avait ajusté ceci et ça n'allait pas. Pour AM, le circuit fonctionnait, il y avait suffisamment d'amplitude en AM pour sortir le 4 watts, mais en bande latérale unique, ça n'allait pas puisque la modulation est superposée sur l'étage final en AM, mais en bande latérale unique, ça vient du modulateur. Et donc, il a fallu simplement réoptimiser ces trois inductances, ces trois bobines en rotation, en répétition, jusqu'à ce que j'aille chercher la pleine puissance. Et j'ai donc pu aller chercher le 12 watts plus là, sur la sortie de cette façon. Donc, ça a été simple, mais je me suis cassé beaucoup la tête à essayer de comprendre pourquoi on n'avait pas la pleine puissance. Et j'ai gardé l'ajustement de l'étage ici pour la fin, puisque je me disais, ben, la puissance est correcte en AM, pourquoi elle n'est pas correcte en bande latérale unique? Et ben, étant donné que la modulation arrive à un endroit différent, ben, tout s'explique. Mais ça m'a permis quand même d'étudier le circuit au complet pour voir comment le tout fonctionnait, où était la fabrication de la modulation, et ainsi de suite en bande latérale unique. Et le fait que c'était différent en AM dans bande latérale unique aussi, au niveau de l'attaque dans l'étage final, au niveau de la modulation, ben, ça m'a fait apprendre un paquet de choses intéressantes. Alors, en ce qui a trait à la puissance de sortie, bien, je suis en AM présentement et donc, vous voyez, j'ai un peu moins de 5 watts. Ça devrait être peut-être un petit peu moins que cela. Au Canada, c'est 4 watts. Aux États-Unis, c'est 5 watts, la puissance permise en AM. Mais il faut se questionner aussi sur l'erreur de ce meter, là. Ici, il y a peut-être même une petite erreur de parallaxe pour vous, là. Alors ça, c'est en AM, en bande latérale unique. Voilà, je suis passé en bande latérale unique. Là, je suis en mode moyenne. Si on se met en mode crête, c'est ça, c'est 12-13 watts. Alors, on est dans les normes. Et je peux vous dire que je pourrais ajuster la radio pour qu'il sorte plus de 20 watts, mais le transistor, pas sûr qu'il durerait
Alors voilà, ça c'est en bande latérale unique. Ce sont les crêtes à cette puissance et tout est nominal au niveau du fonctionnement. Et un des bénéfices d'avoir resyntonisé l'étage de sortie du poste CB, entre autres là, pour maximiser en bande latérale unique sa sortie de puissance, bien c'est que je me trouve avoir recentré l'ajustement de puissance maximale, donc l'ajustement de puissance de sortie. J'avais noté dans la deuxième vidéo que c'était décalé. La voie 1 me donnait le maximum de puissance et la voie 40 en donnait beaucoup moins. Alors maintenant ici, si vous regardez, j'ai presque 5 watts sur la voie 20. Et si je m'en vais à la voie 40, presque 5 watts aussi. Et si je m'en vais à la voie 1, presque 5 watts. Donc, je me suis centré beaucoup mieux maintenant sur les 40 voies. Alors, je vais vous illustrer que cet appareil a un certain âge quand même. Si on écoute en bande latérale unique, il n'y a pas de signal qui va entrer dans la radio, mais on écoute juste le bruit de réception. La différence entre le bruit en bande latérale supérieure et le bruit en bande latérale inférieure, vous allez voir que ça sonne différemment. Ici, on est en bande latérale supérieure. Je passe en bande latérale inférieure. C'est plus grave. Supérieur, inférieur. Supérieur, inférieur. Alors, normalement, on devrait entendre le même bruit. Là, ici, on voit que la bande latérale supérieure, ça semble être plus aigu en termes de bruit et plus grave sur la bande latérale inférieure. Ce n'est pas la catastrophe, mais il y a clairement un désalignement. Moi, j'ai ajusté tous les oscillateurs à quartz dans l'appareil pour qu'ils soient nominaux tels que spécifiés. Et c'est le résultat qu'on obtient, un léger débalancement entre supérieur et inférieur sur les bandes latérales. Pourquoi? C'est que le filtre à quartz, le filtre qui sert justement à filtrer la bande latérale inférieure ou supérieure, le filtre a bougé en fréquence un peu avec les années et il n'est donc plus centré au bon endroit. Pour comprendre ce désalignement entre la bande latérale inférieure et supérieure dans le filtre, je peux vous montrer ici une petite explication. Tout se passe dans la génération du signal de bande latérale unique, que ce soit en émission ou en réception. Ça se passe au niveau de la fréquence intermédiaire de 10.6935. Le filtre, normalement, lorsqu'il est conçu, sort de l'usine. C'est un filtre à quartz qui est centré 10.6935 MHz. Alors, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a deux porteuses. Lorsqu'on est en bande latérale unique supérieure, upper sideband, on aura notre porteuse centrée à 10.692. Et le filtre est juste à côté à 10.6935. Il va donc ramasser la bande latérale supérieure, donc supérieure à la porteuse. Bien sûr, elle se trouve être assez en dehors de la bande passante. Et donc, on ramassera 3 kHz, puisque c'est la largeur 3 décibels du filtre, 3 kHz d'audio, donc la voix, de la bande latérale unique supérieure. Bon, alors ça, c'est le cas de la bande supérieure. Lorsqu'on va aller chercher la bande inférieure, tout ce qu'on a à faire, puisque c'est le même filtre qui est utilisé, c'est qu'on décale, on déplace la fréquence d'oscillation. Elle n'est plus à 10.692, elle est à 10.695 MHz. Et là, le filtre étant à 10.6935, bien, on est centré maintenant sur la bande latérale unique inférieure. C'est comme ça que le circuit sélectionne la bande latérale unique inférieure tout en rejetant la porteuse, quand même d'un bon niveau. Et en plus, bien, la bande latérale unique supérieure. Alors, ce 10.6935, avec cette radio, le filtre s'est décalé un petit peu. Alors, on peut changer la fréquence 10.692, celle à 10.695. Elle va être 3 kHz à côté, mais ce ne seront plus ces deux fréquences. On va les décaler un tout petit peu pour qu'on arrive au centre du filtre. Le prix à payer avec ça, c'est qu'il va falloir aussi décaler un autre oscillateur qui se mélange avec cette fréquence 10.692 ou 10.695 pour arriver à la bonne fréquence de 27 MHz, 27 par exemple, 27.205 ou 26.965 pour la voie 1. Donc, il y a moyen de désaligner l'ensemble, mais puisqu'on désaligne deux oscillateurs, bien, ça revient correct.
Alors, ça serait la technique à utiliser pour compenser pour ce décalage. Alors, je suis sur le canal 20, la voie 20, donc 27.205 MHz. J'ai un générateur de signal qui est branché sur le poste CB à 27.205 MHz aussi, qui produit une porteuse non modulée. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me centrer sur 27.205 avec le clarifier. Et la façon la plus simple de le faire, c'est de comparer les signaux, que je sois en bande latérale supérieure ou inférieure. On devrait avoir la même lecture, c'est-à-dire 0. On devrait être centré à l'extérieur de la bande passante du filtre, que l'on soit en USB ou en LSB. Alors, si vous remarquez bien, à un moment donné, on n'entend plus rien. Et si vous regardez l'aiguille, je vais l'amener au... Regardez, si je l'amène au 0, je vais aller en LSB et c'est quasiment 0 aussi. Oups, si je remonte un peu trop. Alors, je vais trouver son point où vraiment il est totalement 0 sans aller trop loin. Voilà, je suis en dehors du filtre et si je retourne en USB, il est aussi en dehors du filtre, tous les deux. Alors, je ne suis pas allé trop loin non plus. Alors là, je suis centré. Autrement dit, la porteuse reçue est en dehors du filtre, que ce soit en USB ou en LSB. C'est donc dire que je suis centré présentement. Parce qu'il n'y a vraiment pas une zone très large. Si je vais un petit peu trop loin, dans un sens, ça va apparaître dans l'autre. Regardez bien. Je me tasse un petit peu plus. Hop, il y a un signal de mesurer. Alors, je vais revenir, remettre ça à 0, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est à peu près 0. Voilà. Alors, je sais qu'au niveau de la fréquence, présentement, je suis à 27.205. Voilà. Maintenant que je suis centré sur mon générateur à 27,205 MHz, je ne touche plus du tout au clarifier, mais je vais changer entre bande latérale unique supérieure et inférieure, USB et LSB. Je vais commencer en USB et je vais monter la fréquence du générateur de signal. Et on va entendre, bien sûr, la porteuse, puisqu'on monte en fréquence, dans la fenêtre de la bande latérale supérieure. Alors, je lève l'audio. Et on va se prendre une lecture. Je vais monter la fréquence et on devrait entendre une tonalité, bien sûr, parce qu'on va entrer dans la bande passante du filtre en bande latérale unique supérieure. Bon, alors là, je suis à 1,1 kHz plus haut. Bon, alors, je suis à 2,8 kHz plus haut. Faisons une lecture, 130 mV. Je suis sur la jupe du filtre. Définitivement, c'est un filtre de 3 kHz. Donc là, je suis à 2,8, donc presque en sortie. Donc on va prendre une lecture, on voit 130 mV sur le haut-parleur, puisque c'est ce qu'on mesure présentement, la tonalité sur le haut-parleur de la radio. Je vais aller en bande latérale unique inférieure. Ça, c'est 2,8 kHz à côté. Donc ça donnait une tonalité d'environ 2,8 kHz. Je m'en vais en bande latérale unique inférieure. Et là, je m'en vais 2,8 kHz plus bas en fréquence avec le générateur. Voilà, 2,8 kHz plus bas. Je suis à 27,202,2. Et on a 133 d'amplitude. Donc, vous voyez, on avait 130, 133, présumant que la jupe est de forme égale sur le filtre. C'est discutable, mais disons que là, pour l'essai d'aujourd'hui, ça va faire. Bien, ça nous montrerait qu'on est égal, donc on est centré par rapport au filtre, autrement dit, à 2,8 kHz. Et donc, on est centré à 1,5 kHz aussi en plein centre. Donc, cet ajustement, je l'ai fait pour en arriver à ce résultat en bougeant les deux fréquences. D'abord, la fréquence en USB, je l'ai descendu un peu. Ensuite, j'ai ajusté celle en LSB, qui doit être absolument 3 kHz plus bas. Et j'ai fait des mesures et très rapidement, j'ai trouvé un équilibre entre les deux. Et l'impact, puisque je n'ai pas touché à l'autre fréquence de notre mélangeur, qui est 10-240, l'impact, c'est que avant on était centré à environ une heure et quelque chose pour avoir exactement sur la fréquence. Mais maintenant, on est tout
tout près de midi, si je regarde le petit point. Peut-être midi et demi, je vous dirais. Quelque chose du genre. Évidemment, la radio est à l'envers présentement, là. Donc, on s'est rapproché. C'est un effet pas prévu, mais disons, ça fait bien mon affaire. On se rapproche du midi sur le compteur pour la fréquence bien centrée. Alors voilà, c'est centré. Et si on écoute maintenant le bruit de fond, on va probablement entendre une légère différence. Je vais éteindre le générateur. Voilà. Là, je suis en LSB. Il y a une petite différence puisque les jupes sont probablement pas tout à fait symétriques. Mais c'est beaucoup moins prononcé que ce l'était auparavant. Beaucoup moins prononcé. Et ça, sur les CB, là, on s'entend là que c'est attendu. J'ai déjà entendu ça très souvent. Sur les radios modernes, on a des filtres numériques qui sont parfaits ou à peu près. On n'entendra pas cet effet. Mais on peut dire là, pour les fins de l'exercice d'ajustement du poste CB, là, c'est bien correct. Et on peut même s'écouter en passant en bande latérale unique, ce que je vais vous faire entendre. Alors, me voici à vous parler en bande latérale unique, upper sideband, donc bande latérale unique supérieure. Et bon, vous notez que la qualité audio, là, c'est pas incroyable, hein? C'est ça, c'est le microphone qu'on tient dans la main, là, c'est jamais aussi bon qu'un bon micro de table. Et vous noterez peut-être aussi que l'interrupteur pour passer en émission, là, ce qu'on appelle le PTT, Push to Talk, est un peu bruyant, donc on aura besoin de nettoyage au niveau des contacts. Voilà, il semble que ce poste CB soit en mesure de reprendre du service. Alors voilà pour les ajustements que je voulais effectuer. Tel quel, le poste est à mon goût en ce qui a trait à ses performances et à ses petites caractéristiques ajoutées. Je ne vous ferai pas de démonstration d'un contact avec d'autres CBistes. C'est que ces jours-ci, les 40 voies ici en Amérique sont inondées de stations des États-Unis. La bonne propagation est revenue et ça paraît. Et ils sont franchement très difficiles à comprendre, ces Américains CBistes qui parlent avec une patate dans la bouche. Un joual anglais surmodulé et suramplifié et avec de l'écho d'ajouter en plus. Ce n'est pas mon petit 4 watts de sortie qui réussira à percer dans ce fouillis total, croyez-moi. Et j'ai pris ma décision, je ne ferai pas la transformation du poste là, de CB MPL5 vers la bande radio amateur des 10 mètres. J'ai déjà plusieurs radios que je peux opérer sur le 28 MHz. Je ne me servirai pas donc de ce CB. Et c'était à l'époque un poste CB assez prisé. Donc, je trouverais cela dommage de modifier irrémédiablement le CB. Gardons-le dans sa forme d'origine. Il donnera encore plusieurs autres bonnes années de loyaux services. Voilà pour cette courte série de vidéos touchant les communications CB. J'ai beaucoup apprécié de renouer avec le modèle de radio que je possédais il y a 40 ans. J'espère que vous avez vous aussi apprécié l'exercice. La CB n'est pas morte. Vive la CB! À la prochaine!